tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du Journal débridé. Aujourd'hui, nous sommes à Zhongjiajiao, dans la petite Venise de Shanghai. Regardez autour de moi, ça ressemble un petit peu à Venise, n'est-ce pas? Allez, avant de parler des actus, je vous emmène faire un petit tour. Venez. Comme vous m'avez manqué, c'est vrai que ça fait bizarre de se revoir un mois après la précédente émission, mais c'est pour mieux vous retrouver avec des sujets encore plus drôles et incroyables. C'est le printemps, quoi de mieux pour célébrer le renouveau qu'un spectacle sur les pivoines. Un spectacle de costumes traditionnels restaurés figurant des fleurs de pivoine célèbre la culture traditionnelle chinoise Hanfu au musée de la pivoine à Luoyang, dans le Henan, centre de la Chine. Luoyang est célèbre notamment pour la culture de ces fleurs emblématiques de la Chine qui remontent à 1500 ans. C'est de toute beauté. Technologie à présent, on n'arrête plus le progrès. Au mois d'avril, 15 000 drones ont été élevés dans le ciel de Shanghai pour créer un code QR géant. Cette opération de marketing avait pour but de fêter les 3 ans du jeu en ligne japonais Princess Connect Redrive. Le code QR était visible dans le ciel et pouvait être scanné pour télécharger le jeu sur son smartphone. Je me souviens du temps où on essayait de trouver des formes originales dans les nuages. Le monde a bien changé. Début mai, c'est également les congés nationaux. Et cette année, pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid, il n'y a pas eu de restrictions pour les voyages, sauf les mesures de précaution usuelles. Aussi, beaucoup de Chinois sont partis voyager entre le 1er et le 5 mai. À Shanghai, on a enregistré pas loin de 17 millions de visiteurs durant la période. D'ailleurs, il y a un truc qui est sympa en Chine, c'est que pendant les vacances nationales, les autoroutes sont gratuites pour les véhicules personnels. Ils font pas ça encore en France, non? Bon, du coup, ça crée des embouteillages monstres. Mais on était presque content de voir ça. Preuve que la vie revient presque à la normale. Enfin, à la nouvelle normalité, comme vous dites. Cocorico, à Shanghai, la baguette était à l'honneur. Non pas la baguette chinoise pour manger, la baguette française, le pain, le meilleur ami du français. La 4e édition du concours Shanghai Bakery Cup et la 11e édition de la fête du pain ont eu lieu à Shanghai le 29 avril. L'occasion de tester les meilleures boulangeries, pâtisseries, viennoiseries de Shanghai et célébrer le savoir-faire millénaire français en la matière. Moi, je me suis régalé. Le prix de l'excellence a été remis à la boulangerie Vesta. A noter qu'en Chine, la boulangerie et pâtisserie françaises sont encore un luxe. Les petits pains chinois farcis, les baozi, coûtent 2 ou 3 yuan en moyenne, soit environ 30 centimes d'euros. Mais une baguette peut coûter presque 3 euros. Bon, c'est la coûte, ça vaut de l'or. Un hommage à un grand homme du cinéma asiatique. Le grand acteur hongkongais Wu Bangda est décédé récemment. L'occasion de redécouvrir des grands succès du box-office comme Shaolin Soccer et bien d'autres. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le partenaire de Stephen Chow, Zhou Xingchi. À eux deux, ils ont formé pendant des décennies un duo incontournable. Un peu comme Depardieu et Pierre Richard dans La Chèvre. Vous voyez, c'est classique. Après le train panda, voici le bus panda. Celui-ci est visible à Shanghai sur le long du Huangpu, dans le district de Xuhui. Ce bus peint à l'effigie du panda a bien sûr fait le bonheur des touristes et des riverains. C'est bien la première fois qu'on voit des gens se prendre en photo devant un bus, du moment que ça ne crée pas des embouteillages. En ces temps troublés, il est parfois tentant de vouloir s'évader, changer de vie. Certains décident donc de devenir des sirènes. Pas les sirènes d'incendie, des vraies sirènes comme le film de Disney. La fameuse entreprise de formation à la plongée sous-marine PADI propose 4 certifications différentes pour devenir à moitié poisson. Parce qu'il ne suffit pas d'enfiler un costume pour réussir à nager sous l'eau de manière gracieuse. Regardez ces images, c'est relaxant.
Ace Ventura n'a qu'à bien se tenir. Le business des détectives animaliers est en plein boom. Les propriétaires d'animaux de compagnie sont de plus en plus nombreux en Chine. On comptait 100 millions de chiens et chats de compagnie en 2020. Je vous vois venir, mais il ne s'agit pas d'élever des chiens, des chats pour les manger. Hein. Ça suffit les clichés dépassés. Non, il y a de plus de passionnés de petites boules de poils qui valent parfois une fortune. Cela attire la convoitise des kidnappeurs qui demandent parfois une rançon ou revendent l'animal au plus offrant. Alors, des détectives dédiés pour les affaires animales œuvrent un peu partout en Chine pour retrouver un chat perdu, un chien volé et chargent quelques centaines d'euros pour cela. Au journal débridé, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on aime beaucoup les chats. Je vais peut-être me lancer dans ce business. Petit. Voilà pour les news du mois. On vous retrouve dans un mois pour des informations toujours aussi intéressantes et décalées. Si je vous demande un site de partage de vidéos, vous me direz sûrement YouTube. Mais en Chine, le site le plus populaire auprès des jeunes s'appelle Bilibili. Aujourd'hui, dans Zoom sur le net, je vous en dis plus sur Bilibili, surnommé Bijan en chinois. Site B. Bilibili compte actuellement plus de 150 millions d'utilisateurs actifs, plus de 100 millions de vidéos vues par jour et plus de 10 millions de contenus originaux créés. L'âge moyen des utilisateurs est de 17 ans et 75% des utilisateurs ont moins de 24 ans. À l'origine, ce site de partage de vidéos créé en 2009 ciblait les fans d'animés, de mangas et de jeux vidéo. Le fondateur Shui est d'ailleurs un amateur de manga japonais. Le nom Bilibili est le surnom du personnage de Mikoto Misaka de la série A Certain Magical Index. Dès le début, Bilibili a très vite vu son public se diversifier. En effet, c'est grâce à la variété des contenus des vidéos dans le domaine de la musique, de la technologie, du divertissement, du cinéma, de la mode, etc. que Bilibili a pris son envol. Cette plateforme à succès propose également un service de diffusion en direct, comme YouTube. Mais quelles sont les caractéristiques spécifiques de Bilibili? Premier point, il y a un petit quiz lors de la création d'un compte. Sur la plupart des sites, on peut créer un compte utilisateur en 2-3 clics. Mais Bilibili ne suit pas vraiment cette logique. Lors de l'enregistrement d'un compte, vous devez répondre à 100 questions basées sur le bon sens et aussi sur votre motivation. Après avoir répondu correctement à au moins 60 questions, vous pouvez enfin vous inscrire. Dans une certaine mesure, ce système évite les comptes zombies, un peu fastidieux mais ingénieux. Deuxième point, aucune publicité n'est insérée lors du visionnage de la vidéo. Les pubs, on connaît ça par cœur, que ce soit sur iQIYI ou sur Tencent Video, les deux plus gros concurrents de Bilibili. Si vous n'êtes pas membre, vous devez regarder une publicité avant de visionner la vidéo. Bilibili nous épargne cette petite souffrance. Ça, c'est du progrès. Troisième point, le système de Tamu, des commentaires pop-up. Une des fonctions majeures de Bilibili, c'est la possibilité de voir les commentaires des internautes en temps réel sous forme de flux sur l'écran. Diffusés simultanément à tous les spectateurs, à travers ces messages, les utilisateurs peuvent interagir, ce qui rend l'expérience encore plus intéressante. Quatrième point, la fonction « Donner une pièce » Toubi. Comme sur beaucoup de plateformes ou réseaux sociaux, sur Bilibili, le public peut aussi liker et partager la vidéo. Mais il peut également soutenir la vidéo en donnant une pièce de monnaie virtuelle gratuite. On est loin du Bitcoin. Plus le blogueur reçoit de pièces, plus il augmente son statut et sa visibilité en tant que créateur de contenu. Ces vidéos remontent ainsi dans le classement. Voilà maintenant, voyons qui est la personne qui a le plus d'abonnés sur Bilibili. C'est Lao Fanqier, vieille tomate. Grâce à ses commentaires humoristiques sur les jeux vidéo, ce garçon a attiré un grand nombre d'amateurs de jeux vidéo, mais aussi des non-joueurs. Il a déjà dépassé les 14 millions de followers. Voilà, si vous êtes curieux de savoir ce qui intéresse les jeunes chinois, allez sur le site Bilibili. En France, chaque année, de nouveaux mots font leur entrée dans le dictionnaire. Asymptomatique, cluster, nasopharyngé, quatorzaine, télétravaillé sont entrés dans l'édition 2021 du dictionnaire Larousse. En Chine, il existe un magazine qui s'appelle Yao Wen Jiao Zi. Yao, mordre, Wen, écriture texte, Jiao, mâcher, Zi, caractère. Ensemble, ça donne mordre les textes et mâcher les caractères. On se croirait dans Top Chef. En fait, c'est un chengyu.
expression composée de 4 caractères, vous vous souvenez? Donc, Yao Wen Jiao Zi signifie prendre le texte au pied de la lettre. C'est pas mal comme nom de magazine, n'est-ce pas? Avec le développement rapide de l'Internet en Chine, d'innombrables mots nouveaux sont apparus et ce magazine propose chaque année une sélection des 10 mots les plus en vogue sur le net. Aujourd'hui, Sur le bout de la langue, j'en ai sélectionné quelques-uns pour vous. En 2015, le mot Wanghong figure dans le top 10 des mots à la mode. Ce terme désigne les personnes qui sont devenues populaires sur les réseaux sociaux. Wang signifie filet et Internet. Hong veut dire rouge et aussi connu, populaire. Wanghong se traduit par célébrité du net. Comme vous avez pu le voir plusieurs fois dans notre segment Zoom sur le net, les raisons de la popularité de ces Wanghong sont complexes. Parfois, ils ont un talent exceptionnel ou un comportement étrange. Vous vous souvenez de notre star qui fabrique des outils complètement inutiles? Avec l'avènement du live streaming, les Wanghong sont partout et on en parle tous les jours. Mon mot préféré en 2016, c'est Xiao Mubiao. Petit objectif, qu'est-ce que c'est? Lors d'une interview de Wang Jianling, le CEO du groupe Wanda a conseillé aux Chinois 想做世界首富，这个奋斗的方向是对的，但是最好先定一个能达到的小目标，比如我先挣他1个亿。qui se traduit par vouloir être l'homme le plus riche du monde. C'est une bonne direction à suivre, mais il vaut mieux se fixer un petit objectif à atteindre en premier, comme par exemple gagner d'abord 100 millions de RMB. Eh oui, pour lui, 100 millions, c'est effectivement un petit objectif, mais pour les gens ordinaires, 100 millions est un chiffre astronomique. Ainsi, le terme Xiao Mubiao a désormais un autre sens qui est à l'opposé de la signification littérale, qui désigne un objectif impossible à atteindre. Pour l'année 2017, je vous propose le mot Gongxiang. Gong, ensemble, Xiang, bénéficier de quelque chose. On peut traduire Gongxiang par partager. On avait déjà le concept de bureau partagé tel que WeWork, Coworking Space. Vous voyez, Gongxiang, Bangong, Kongjian. Mais le mot Gongxiang est devenu très populaire avec la technologie de paiement mobile. Gongxiang Danche, le vélo partagé. Vous voyez de quoi je parle? Le mot bike, bien sûr. Gongxiang Diandongche, scooter électrique partagé. Gongxiang est donc un exemple des grands changements économiques, sociaux et humains liés à la digitalisation des services. En 2018, le mot Tui Chuing a cartonné. Tui, se retirer, quitter. Chuing, groupe. Tui Chuing, quitter le groupe, décrivait à l'origine le retrait des groupes de discussion de QQ ou de WeChat. Mais aussi, pendant la présidence de Trump, Tui Chuing fait aussi référence au fait de se retirer d'un groupe physique, comme quand les États-Unis se sont retirés de plusieurs accords tels que l'accord de Paris sur le climat. En 2019, c'est le chiffre 996 qui surfe sur les réseaux. Encore un chiffre codé? En fait, 996 fait référence au système de travail 996. En gros, travailler de 9h du matin à 9h du soir, 6 jours par semaine. C'est la culture des heures sup omniprésente dans les entreprises du secteur de l'informatique et du e-commerce. Et oui, 35 heures par semaine et avec les RTT. Et les amis, c'est un rêve pour nous ça. Plusieurs entreprises chinoises ont été épinglées pour leur pratique de 996, suscitant de nombreuses critiques car les employés étaient surmenés. Pour l'année 2020, nous avons déjà parlé de 2 mots dans les précédents Zoom sur le net. Hou Lang, la vague d'après, et Fan Er Sai Wenxue, la littérature de Versailles. Maintenant, vous êtes à la page sur les nouveaux mots en Chine. Quels mots nouveaux vous pensez voir dans l'édition 2021? Donnez-les nous en commentaire. Salut Mathieu. Salut Lissong. Comment vas-tu? Bien. Ça va bien, mais très bien. Super joli. Mais où est-ce qu'on va là? On est dans les allées au rez-de-chaussée du Peace Hotel, Fairmont Peace Hotel, qui est le joyau architectural du Bund à Shanghai, qui est un endroit qui me passionne, que j'adore, qui m'a toujours beaucoup touché. Et bah c'est ici ta surprise. Ah bah regarde, le toit du Peace Hotel. Magnifique. Bonjour, je m'appelle Mathieu Rochette-Schneider, j'ai 35 ans, je suis né à Saint-Étienne, architecte de formation.
Mon premier voyage en Chine date de 2009 et je m'y suis installé définitivement il y a presque 8 ans. Aujourd'hui, je dirige les bureaux de 100 degrés en Chine. La Loire ou la rivière Huangpu? Alors la Loire, Madeleine de Proust pour moi, en particulier Saint-Victor-sur-Loire, un petit village à côté de Saint-Étienne, où j'ai passé tous mes étés, toute mon enfance. Mais la réponse, ça sera Rangpo River. Je te laisse imaginer avec une vue pareille, la perle comme on l'appelle, c'est Rangpo River, sans aucun doute. Chaise style Le Corbusier ou chaise style Ming? Oula, très dur, très dur. Difficile de faire un choix. Pourquoi? Parce que peu de gens le savent, mais Le Corbusier, membre fondateur du mouvement moderne, s'est beaucoup inspiré de l'Asie et de la Chine. Donc ma réponse, ça sera les deux, puisqu'à mon avis, les deux sont connectés. Les râpés ou les boulettes de sésame? D'abord, peut-être expliquer ce que c'est qu'une râpée. Une râpée, c'est une galette de pommes de terre râpée et compactée, typique de Saint-Étienne, que ma grand-mère me faisait religieusement et qui, pour moi, sont indétrônables dans mon souvenir. La quenelle ou le squirrel fish, poisson écureuil? Bien évidemment le poisson shanghaïen. D'abord la quenelle, c'est pas tout à fait stéphanois, c'est lyonnais. Donc évidemment le poisson shanghaïen sans aucun doute. Alors on est pas mal ici, n'est-ce pas? On est bien. Ouais. Et maintenant je te propose de découvrir un autre symbole de Shanghai. Pissotel qui était l'héritage de Shanghai. Maintenant la modernité, le K11 où on a nos bureaux. D'accord. Ok, on y va alors. Je t'en prie. Ok, donc c'est ici l'agence alors? Absolument, l'agence 100 degrés au K11, 33e étage, Chiffre-Bord Bonheur. Bon bah Mathieu, écoute, dis-moi, quels sont tes premiers souvenirs de la Chine ou de la culture chinoise? Alors mon premier souvenir, je dirais que c'est en 2009, mon premier voyage. J'avais jamais mis les pieds en Asie, jamais mis les pieds à Shanghai. Mon premier souvenir, je crois que c'est la gentillesse. La gentillesse, l'excitation, le dynamisme. Je pense que c'est ça mon premier souvenir. Et pourquoi tu es venu en 2009? Très simple, un projet à faire. On avait un projet en Chine, l'un de nos premiers projets pour 100 degrés. Et ça a été décidé en 48 heures. David, le fondateur de 100 degrés, m'a dit est-ce que tu as un passeport? Est-ce que ton passeport a des pages? Est-ce que tu peux partir dans 3 jours? On fait un visa express. Je dis oui, pourquoi pas. Je ne savais pas où j'allais. Et je ne savais pas surtout que j'allais y habiter plus tard. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la culture chinoise? Ce que j'aime le plus dans la culture chinoise, c'est les Chinois, c'est les gens. Vraiment, sans aucun doute. J'adore rencontrer des gens. En plus, la Chine a la chance d'être très grande, donc il y a beaucoup de gens. Et deuxièmement, c'est les projets, c'est l'optimisme. J'ai toujours trouvé qu'en Chine, les gens étaient profondément optimistes et ont envie de faire tout de suite, beaucoup. Et moi, c'est toujours quelque chose que je recherchais, de faire beaucoup tout de suite. Tu parlais de cette grande Chine, j'imagine que tu es allé un peu partout. Alors, est-ce qu'il y a des villes que tu aimes particulièrement? Je vais te donner 3 lieux que j'adore. Mais je dirais pas que c'est mes préférés parce que j'adore plein de choses en Chine. J'adore Xi'an, vraiment, j'adore cet endroit. Je trouve qu'il y a c'est à la fois dur et en même temps convivial. J'adore cet endroit. J'adore Xiamen. Je trouve que c'est un espèce d'endroit un petit peu en dehors du temps. D'abord, c'est rare les villes qui sont directement contre la mer, en bord de mer. Les villes comme Shanghai est en bord de mer, mais on ne se balade pas au bord de la mer. J'adore aller en plus dans les villages reculés de Xiamen là, avec les maisons rondes. C'est trop incroyable. Oui. Alors tous les étrangers trouvent ça incroyable, mais je le comprends, c'est incroyable. Oui. Voilà. Et mon 3e lieu que j'adore, vraiment, ça reste aussi Shanghai. Okay. C'est-à-dire que c'est quand même la maison pour moi. Donc même si j'adore me balader, me dire que je rentre le soir, ou en fin de week-end ou en fin de semaine à Shanghai, je me sens un peu à la maison. L'agence s'appelle 100 degrés en français. Et pourquoi elle s'appelle Fashang en chinois? Alors, 100 degrés, bon, c'est évident. L'ébullition, l'eau qui devient air, l'ébullition des esprits, de la création. Et Fashang, pourquoi Fashang? Il fallait trouver un mot qui transmette ce qu'on était, mais sans être une traduction, parce que sinon c'était Baidu. Je trouve que notre nom chinois est aussi puissant que notre nom français, sans être une traduction, est aussi fédérateur. Mes équipes, par exemple, s'appellent eux-mêmes les Fashangers. Et Fashang, pour ceux qui ne le savent pas, voilà, c'est un jeu de mots entre fashion et à la mode française. Et j'adore ce nom parce que ça parle de la France, mais dans un autre langage. Et c'est tout à fait ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on est français, mais on n'est pas du tout français en France. Et on n'est pas français en Chine. On est entre les deux. Une agence française de design en Chine,
eh bien, comment ça fonctionne, comment ça marche? Écoute, on a la spécialité, peut-être la bizarrerie, je ne sais pas, de s'occuper à 90% de marques chinoises en Chine et aussi vers l'international. C'est-à-dire que nos clients ne sont pas un groupe du CAC 40, également on les a, mais majoritairement c'est pas ceci. C'est des marques petites, grandes, des empires, des startups chinoises, des marques qui ont certaines 200 ans, d'autres qui ont 2 mois, pour les rendre plus belles, plus désirables, les reconnecter avec leurs origines parfois, leur faire des nouvelles boutiques, leur faire des nouveaux produits, leur faire un nouveau logo. Donc c'est pas évident, mais c'est passionnant et c'est surtout source d'une très grande fierté et un grand plaisir. Le design français, le design chinois, quelle est la différence? Alors, je pense qu'il n'y a pas de différence. Le design, c'est le design. Le principe de penser quelque chose, de le dessiner pour les gens, pour les consommateurs, pour ton client, etc., il n'y a pas de différence. Après, la manière de travailler peut être différente. C'est-à-dire que la question de la co-création, partager, découvrir, la curiosité, c'est vrai qu'en Chine, elle est extrêmement développée. Et j'ai envie de savoir, puisque tu parles de toutes tes marques chinoises, si elles viennent vers toi, pourquoi elles ne vont pas vers une agence chinoise de design? Faut leur demander, je ne sais pas. Je pense qu'ils aiment notre point de vue très respectueux sur la culture chinoise, avec une vraie French touch, mais vraiment très assumée, et avec une méthode de travail très française, mais totalement connectée, totalement respectueuse, comme je te disais, des codes et de la culture chinoise. Et c'est là où la magie opère. On connaît tous la notion de Made in China. Est-ce que bientôt il y aura la notion de design in China? Alors moi je pense que c'est déjà le cas. Et nous on a lancé ce manifeste, parce que pour moi c'est un manifeste, qui s'appelle Created in China. Nous c'est comme ça qu'on l'appelle. En 2013, la première fois que Eli, un des fondateurs de 100 degrés, avait fait une conférence à Shanghai en disant It's time for Created in China. Et maintenant, tous les jours, je me bats et je le vis, ce Created in China. Tu vois, je considère qu'aujourd'hui, encore plein d'Européens ou de Français ne comprennent pas du tout la Chine. Et toi, je pense que voilà, aujourd'hui, Sandré marche très bien en Chine et toi, tu aimes vivre ici. Est-ce que tu as des conseils pour apporter une meilleure compréhension, pour que les gens comprennent mieux ce pays? C'est quoi l'élément important? Je pense que la Chine, c'est comme tous les pays du monde. C'est-à-dire que tu ne peux pas la comprendre ou essayer de la comprendre si tu ne la vis pas. Donc moi, mon premier conseil, c'est venez. Il faut parler, il faut se balader, il faut partir à l'aventure. C'est la seule solution. Après, si vous aimez, c'est que le début de l'aventure. Il faudra encore de nouveau voyager, encore de nouveau rencontrer des gens et faire ça tout le temps. Mais oui, c'est expérimenter. Mais de la même manière que quand mes clients chinois me disent comment essayer de comprendre la France, je leur dis mais venez. On est des pays qui se comprennent ou se vivent. Voilà. Merci beaucoup pour cet accueil, c'était super sympa. C'est moi qui te remercie. Et en tout cas, je crois que maintenant tu as un nouveau site. Oui, on a un blog qui est participatif. Donc tous tes followers, tes amis sont aussi les bienvenus si vous voulez vous exprimer sur la création en Chine. Donc createdinchina.com.cn et bienvenue. D'accord, super. Eh bien, je te laisse. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne. Je vous donne rendez-vous dans un mois. Allez, à plus.